c'est Ahmed Silla en direct pour Rap Elite. On vient de faire une interview super sympa et suivez-les sur les réseaux sociaux parce que les mecs font des interviews pas mal. Ils sont cool. Faut leur offrir un coca mais ils sont cool. Et Ahmed, ça va? Ça va et toi? Ah, ça tourne là. Ah, ça y est, on est lancé là. Je coupe mon téléphone parce que sinon, tu vois, ça sonne et tout. Après, c'est chiant. J'avoue. Tac. Ça va bien? Comment tu vas? Ça va, hein? Kirsch. Ça va bien, ça va, Tu sais ça que va. Kirsch en arabe, ça veut dire ventre. Hein. Ouais, je sais, on me l'a déjà fait. Ok. On me l'a Donc, déjà tu sorti. t'appelles ventre, frère. On me l'a déjà sorti celle-là. Tu t'appelles trop vent. C'est pas grave, c'est pas C'est grave. toi qui choisis. Tu commences déjà, ça fait même pas 2 minutes, tu commences déjà. On se voit par rapport à ton spectacle, le dernier. Enfin, maintenant, t'as fini de l'interpréter. Ouais. C'était à la Comédie de Paris. Ouais. Tu peux nous dire quels ont été les retours de ce spectacle-là? Ben, bien. Et je suis content parce que quand je suis arrivé, tu m'as dit bien ton spectacle. Donc ça veut dire que déjà, t'as aimé. Ah, il était Bon, bien, déjà, il était ça bien, me il fait était bien. plaisir. On va en Et parler. non, franchement, on a eu de très bons retours. On a fait. Attends, excuse-moi, parce que j'ai enlevé ça. C'est pas classe. Je fais un cut et je reprends. Quelle interview, moment, Ossiem. Ouais, non, j'ai eu de très bons retours par rapport à ce spectacle. On a joué maintenant depuis 1 an. On a changé de salle. Avant, j'étais au Petit Palais des Glaces. On est passé sur la Comédie de Paris. Et à la Comédie de Paris, vraiment, le spectacle, il a pris une autre dimension. Parce que salle plus grande, plus de public dans la salle. Et on a retravaillé aussi le spectacle. Et donc, non, vraiment, les gens ont accroché. Je suis très content. D'accord, on va parler de tes débuts un peu. Comment est-ce qu'elle est venue l'envie de faire rire? Ben, Kirsch, j'ai envie de te dire, tout petit, je suis sorti du ventre de maman, tu vois, déjà, j'étais un petit peu drôle. C'est à cause du physique. Physiquement, j'étais très drôle à la naissance, tu vois. Tu vois le dos, c'est un peu ou pas? Et non, en fait, tu sais, je sais pas. C'est comme si tu demandais à un footballeur comment ça lui est venu l'envie de. Tu vois, tu choisis pas. C'est naturel en fait. Ouais, c'est ça franchement, moi, c'est une partie de moi, vraiment. Ouais. Faire rire, j'aime ça. Donc quand t'étais enfant, t'étais un peu le clown de la classe. Ouais, j'étais le relou. Tu sais, le relou qui s'arrête jamais. Le chiant. Tu vois C'est pas moi, tu fais tomber ta gomme. Arrête, non, mais c'est pas moi. T'es que le relou. T'as dû subir quoi. Et t'as fait subir aux gens. Mais j'étais relou, mais les profs m'aimaient bien. Ouais. J'étais attachant quand même. Tu vois Il est C'est pas chiant le mais il est relou. sympa. Voilà, t'avais pas envie de me virer. Ouais. D'accord, je vois. Et quand tu t'es lancé dans ce milieu, quelles difficultés t'as rencontrées? Bah, les difficultés que j'ai rencontrées déjà, en fait, il fallait se professionnaliser, tu vois. Il fallait, tu vois, quand on a commencé On ne demande qu'en rire avec mon frère, on a commencé à écrire. Nous, on n'avait jamais écrit une ligne de sketch. Et là, on avait un thème, il fallait écrire autour de ce thème-là et c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire. Et la difficulté, je pense que c'était ça. Et après, parce que j'ai jamais eu de difficulté, par exemple, à monter sur scène ou à être devant des gens. C'est pas quelque chose qui me faisait peur. Même si j'étais un ancien timide, mais en fait, je cachais ma timidité sous le Sous rire. l'humour, ouais. Ouais. Donc voilà, vraiment, la difficulté, ça a été de professionnaliser tout ça et d'avoir une rigueur par rapport au spectacle, par rapport à l'humour, tu vois, bien ordonner les choses pour pas partir à droite à gauche, quoi. Mais le fait de venir de province, est-ce que ça n'a pas été plus compliqué pour toi de monter sur Paris, de te faire un réseau? Non, je pense pas. Après, moi, j'ai eu la chance de bénéficier tout de suite d'un bon réseau. Tu vois, je fais partie de l'école Laurent Ruquier. Donc déjà, tu vois, t'as une belle étiquette, quoi. C'est pas n'importe qui. Et au-delà de ça, on a fait. Ah, salut. C'est Moussa. Ça va? Et non, au-delà de ça, j'ai pas rencontré de difficulté à m'imposer ou tu vois ou genre on m'a pas mis de bâton dans les roues ou quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment notre travail qui a fait qu'on a réussi à se faire petit à petit un petit nom à Paris et sur les planches. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu considères Laurent Ruquier comme un personnage fondamental de ta carrière? Complètement. Bah, je le dis à toutes les interviews, Laurent Ruquier c'est la Red Bull de ma carrière. Tu sais, dans la pub, quand il fait comme ça, il boit de la Red Bull, après, tu sais, il a les petites. Il a les Il ailes s'envole, comme ça y est. Et il s'envole. Donc, moi, tu vois, je me suis envolé grâce à Laurent Ruquier comme ça. Et j'ai une bonne équipe derrière, tu vois, qui me tient pour pas que. Ouais, tu vole trop. Et quelle relation t'entretiens avec lui aujourd'hui? Bah, c'est quelqu'un qui aime bien suivre un petit peu ce qu'on fait. Je vais pas te dire qu'on mange avec lui tous les lundis,
mais voilà, il est très au fait de ce qu'on fait. Il regarde un peu les spectacles. Quand il a le temps, surtout, parce qu'il a un emploi du temps très très chargé. Quand il a le temps, il va voir les spectacles. Moi, je sais qu'il m'a promis de venir me voir. Il n'est pas encore venu, mais il va venir. Ouais. D'accord. Et bizarrement, tu fais aussi des vidéos sur Internet. Ouais. Mais pour t'avoir vu sur scène, elles n'ont rien à voir avec ce que tu peux faire sur Internet. Comment t'expliques cette différence? Bah, c'est toute la. Je suis un multitâche, moi. Tu sais, c'est comme les produits ménagers, là. Tu vois, tu peux mettre la vaisselle, tu peux tout faire avec. Ouais. Moi, c'est comme le shampoing. Les gens ils disent les shampoings, c'est que pour les cheveux. Ah, quand il n'y a plus de gel douche là. Tu prends un shampoing, tu te laves seulement. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de ça, c'est pour ça, ça c'est pour ça. Moi, vraiment, j'aime bien avoir une multitude de tâches, m'exercer à plein de choses. Et quand j'ai vu. Déjà, moi, j'ai commencé sur Internet. Ouais. Pas de la même manière que les Norman, les Cypriens, etc. et tout. Mais la première vidéo que j'ai faite, je l'ai postée sur Facebook. Mais sans à l'époque avoir ce truc-là de combien ça va faire de vues, qui regarde la vidéo, etc. Pour le kiff. etc. Voilà, c'était vraiment pour le kiff. Donc du coup, on a. J'aime bien, ouais, vraiment avoir plusieurs cordes à mon arc. Et aujourd'hui, avec le développement d'Internet et l'importance des réseaux sociaux dans le développement d'une carrière, j'étais obligé quelque part de m'amuser sur Internet. Mais je n'étais pas obligé dans le sens où il fallait que je le fasse pour faire du buzz. Il fallait que… J'étais obligé de le faire dans ce que j'aime faire. Ouais. C'est-à-dire d'en toucher un petit peu à tout, à tous les milieux, à toutes les, voilà, à toutes les sauces, quoi. Mais aujourd'hui, pour se faire connaître dans le monde de l'humour, tu penses que Internet, c'est un passage obligé? Ouais, il n'y a pas de recette miracle pour faire du buzz. Tu vois, un chat, il peut faire 4 millions de vues, frère. Et toi, tu fais une vidéo où tu as écrit un sketch. Ouais. Tu t'es pris la tête et tu vas faire 40 000 vues. Mais ça tient à quoi alors les recettes du succès pour faire le buzz sur Internet? Il n'y a aucune recette du succès. C'est-à-dire que, surtout aujourd'hui, tu vois, tout est décuplé avec Internet. Mais c'est vrai que c'est indéniable. Aujourd'hui, Internet tient pour une grande part dans le développement d'une carrière. C'est-à-dire que c'est là où tu es le plus proche des gens. Donc ça, c'est bon et c'est moins bon côté. Ça a ses avantages, ses inconvénients. Mais il n'y a pas de recette miracle. Tu vois, je ne peux pas te dire aujourd'hui, ok, il faut que tu fasses une vidéo sur Internet qui parle des couples. Après, il faut que tu écrives un sketch de 5 minutes que tu vas jouer dans une scène ouverte. Après, il faut que tu écrives un spectacle. Et après, tu vois, c'est vraiment… j'ai pas la recette du succès. Le seul conseil que je peux donner, parce que souvent on me demande, tu sais, sur les réseaux sociaux, il y a des petits, ils me demandent ouais, comment est-ce qu'on peut faire. Vraiment, c'est travail, parce que les gens se disent c'est facile. Non, c'est travail, et après il y a ta petite bonne étoile et… Une part de réussite, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que même si c'est de l'humour, même si ça devrait… Après, si t'es pas marrant, frère, arrête tout de suite, je te le dis direct, frère. C'est ça aussi. Si t'es pas drôle, t'es pas drôle. Parce que là, il force aussi. Mais si t'es pas drôle, frère. Et donc… Non. Non. Comment t'expliques, toi? Comment tu l'expliques? Il craque. Quoi, frère? T'es là, tu me parles, là. Plus jadasse, là. Vas-y, pose ces questions, là. Comment tu l'expliques, toi? Comment tu l'expliques le fait d'être marrant? Comment j'explique que ça plaise aux gens plutôt, tu vois, parce que tu peux faire rire. Non, mais ça plaît pas à tout le monde. Tu vois. Ah non, ça plaît pas à tout le monde. Ah, mais non, mais tu sais, j'ai fait des sketchs sur France 2 où je me suis ramassé la gueule. Hein. Des bides. Bah, oui, c'est ce qu'on appelle ça des bides. Des cœurs. T'es bon. Oh, j'ai fait des cœurs. Oh putain. À zéro, vas-y, à zéro. C'est l'instantanéité de la vanne. Tu vois, faut tout de suite être bam. Dans l'impro. Non, mais j'ai fait beaucoup de… Enfin, pas beaucoup de bides, mais j'ai eu des sketchs où, tu vois, je suis rentré chez moi, je me disais, bon, bah, peut-être viens, on va postuler au KFC ou… Ouais. Tu vois. Mais après, voilà, tu remontes vite en selle. Et… tu vois, les Américains, ils ont never failure, always a lesson. Tu vois. Ouais, je suis bilingue en anglais, si tu veux. Tu as aussi fait une apparition télé dans la série Alice Never. Ouais. Tu as aussi fait un film, enfin, tu as participé à un film, God of the Dead. Ouais. Mais est-ce que le cinéma, ça reste un objectif pour toi ou… Parce qu'en fait, on voit Ahmed Silla dans plusieurs rôles, c'est-à-dire sur Internet, sur les planches en comédie, et aussi dans des séries télévisées ou dans des films. Donc… Bah, tu vois, ça répond à ce que je te disais un petit peu tout à l'heure, c'est que vraiment j'aime avoir plusieurs cordes à mon arc
J'aime essayer à tout. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis, on fait autre chose. Mais c'est vrai que un comédien te mentira s'il te dit voilà, j'ai pas envie de faire de cinéma. C'est forcément une case où on a envie Ouais. tu vois, on a envie de s'y essayer. Et moi, j'ai eu la chance de faire pardon, j'ai eu la chance de faire Alice Nevers, Le juge est une femme. Et au départ, c'était, tu vois, même avec mon frère, on s'est dit, ah, tiens, est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Et heureusement qu'on a pris, entre guillemets, ce petit risque-là d'aller vers quelque chose qui ne nous ressemblait pas du tout au départ. Mais du fait que je suis comédien, eh ben, j'ai pu entrer dans le rôle d'un policier, d'un lieutenant Noah Diakouné. Et vraiment, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a, moi, professionnalisé dans ce que je fais devant la caméra. Ça m'a donné aussi une rigueur sur un plateau, comprendre ce que veut un metteur en scène, un réalisateur. Donc ça nous a vraiment apporté. Et puis, ce qui est bénéfique aussi, c'est que ça m'a apporté un nouveau public. C'est-à-dire que le public d'Alice Nevers eh ben, m'a suivi un petit peu après sur les planches, quand je partais un petit peu en tournée pour le spectacle. Et vice-versa, le public qui me suivait sur les vidéos sur Internet, sur les spectacles, m'a suivi dans la série. Donc, tu vois, ça a fait effet un petit peu de sablier, tu vois, ça a transvasé un petit peu les publics. Donc vraiment, ça m'a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, ouais, je te mentirais si je te disais que j'ai pas envie de faire de cinéma. J'ai eu la chance aussi de faire un film, mon premier film, Goal of the Dead, un film de genre complètement taré. Ouais, on a vu ça, ouais. Et voilà, là, j'aspire à d'autres projets cinématographiques. Il y en a un qui est en train de se faire. Tu peux nous en parler, justement? Ouais. Et ça, frère, tu vois, c'est le dream. Non, je suis très content. J'ai la chance d'avoir le premier rôle d'un film au cinéma, réalisé par Ludovic Bernard, qui est plus connu comme étant l'assistant de Luc Besson. Et là, c'est un peu son premier gros projet en tant que réalisateur premier, quoi. Donc je suis très content. C'est un réalisateur vraiment magnifique, très sympa. Super agréable à travailler. Tu vois, là, on est en pleine séance de travail d'écriture, pas d'écriture du scénario, mais de lecture du texte, remodifier un petit peu les dialogues, tout ça. Et donc, je pars bientôt tourner. Et le film, il parle de quoi? Alors, le film, ça parle effectivement. On est sur. On est... Il est lancé. Ça y est, il est lancé. C'est les comiques qui changent de personnalité quand tu leur poses. Mais effectivement, on est. Il est fier de son truc, là. Il est fier. Non, le film, il parle de quoi? En fait, c'est une histoire d'amour. C'est une comédie dramatique. Donc, en fait, là, ça va être c'est pas un film où on m'attend forcément parce que mon rôle, c'est pas un rôle gaulerie. Tu vois, c'est pas un rôle où on va se marrer pendant 1h30. Mais il y a de l'humour un peu dans le film. Et en fait, c'est une comédie dramatique et c'est une comédie romantique. Tu vois. C'est-à-dire que par amour, en fait, je vais monter l'Everest. Ok, d'accord. Voilà. C'est une histoire vraie ou... C'est une histoire vraie, mon coco. Non, alors, c'est tiré d'une histoire vraie, mais c'est adapté pour le film. En fait, la vraie version, j'ai oublié son nom de famille, mais il s'appelle Nadir. En fait, c'est le premier mec de cité, tu vois. Il était du 9-3 et il est parti monter l'Everest. Ouais. Donc, il a mitonné un petit peu à tout le monde, tu vois. Il s'est lancé ce défi-là de monter l'Everest. Et c'est le premier, tu vois, à être arrivé en haut. Et il a brandi un petit panneau comme ça avec marqué 9-3 derrière. Et donc, c'est cette histoire-là qu'on a réadapté pour un long métrage. Et franchement, l'histoire, elle est magnifique. C'est une superbe histoire. Le scénario, il est rythmé. J'ai vraiment hâte de commencer à tourner et puis de vite avoir les retours publics. Parce que je sais que ça va être quelque chose... déjà, humainement, moi, ce que je vais vivre, ça va être ouf parce que je vais partir au Népal, tourner pendant 6 semaines. Donc, je vais rencontrer une autre culture, différentes... tu vois, de la bouffe, ça va pas être pareil. Tu vois, on va trouver un Keugré au Népal, frère. Bonne chance, hein. Tu vois ce que je veux dire? On est une génération Keugré. Il n'y aura pas là-bas. Si on dit ketchup mayo, on va dire quoi? Qu'est-ce que tu te fous de ma gueule? Tu vois? Donc déjà, humainement, ce que je vais vivre, ça va être ouf. Parce qu'on va dormir, tu vois, à 5000 mètres d'altitude, dans des tentes. Tu vois, c'est pas avec les gros cars régis, comme j'ai pu le faire avec Alice Nevers et tout.
Donc je sais qu'à l'écran, ça va donner quelque chose de vraiment pas faux. Ça va donner quelque chose de très fort. Donc j'ai hâte que ça sorte au cinéma. Étant donné que le tournage commence que dans quelques mois, on ne le verra pas sur les grands écrans avant 2017. Ouais, là, faut compter à peu près, si je calcule bien, tu vois, on a à peu près... Bon, le tournage finit le 30 mai. Bon, on a à peu près... ouais, t'as bien 6 mois, entre 6 et 8 mois de montage pour faire un bon film. Donc, ouais, ça va être pour fin 2016, quoi, vraiment. Ouais, je pense. Ouais. Et depuis le début de cette interview, et même quand on est parti te voir sur scène, ouais. On a remarqué que tu aimes bien interpréter des personnages. Ouais. Comment ça se fait que tu aimes bien interpréter des personnages? Est-ce que ça rajoute du dynamisme au spectacle? Bah, ça, c'est ma grande particularité. Tu sais, chaque humoriste ou chaque comédien a sa singularité. Moi, c'est vraiment le fait d'interpréter des personnages et de rentrer dedans, mais jusqu'à pousser je pousse ça jusqu'à rentrer dans la psychologie du personnage. Par exemple, pour jouer le rôle du grand-père dans le spectacle, qui est un personnage très très fort et qui apporte un peu d'émotion au spectacle. Je me suis inspiré évidemment de ce que je connaissais, donc mes grands-parents. Mais j'ai aussi regardé sur Internet des interviews d'anciens tirailleurs sénégalais. Et tu vois, ça te permet de rentrer dans la psychologie. C'est comme ça que je travaille mes accents, par exemple. Quand je vais faire un accent rebeu, etc. et tout, et ben, j'essaye vraiment de ne pas caricaturer. Pour être au plus proche de la réalité. Voilà, j'ai envie d'être au plus proche de la réalité pour qu'on se dise, purée, tu vois. C'est pour ça les mecs me disent, quand tu fais une meuf, hein, bah, souvent les gens ils se disent, on a déjà rencontré cette meuf-là, elle existe vraiment, tu vois. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez poignant. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Là, t'as envie de me ken quelque part. Je l'ai vu dans tes yeux. Peut-être pas quand même. Je l'ai vu. Là, t'abuses. Là, tu parles. Je rigole. Mais qu'est-ce taré. Non, mais vraiment, c'est ça. J'aime cet esprit de caméléon, tu vois. Vraiment de rentrer dans les personnages et pas faire un personnage pour faire un personnage. Et donc, et comme tu le disais, ouais, moi, je trouve que ça apporte du dynamisme au personnage. En tout cas, ça apporte du relief au texte. C'est-à-dire que tu peux avoir un texte, mais quand tu interprètes tes personnages, ça donne une autre dimension, tu vois, ça crée vraiment une vraie histoire. Voilà, moi, c'est ça, j'aime raconter des histoires et forcément, dans une histoire, il faut des personnages, il ne faut pas juste parler. Mais tu t'es inspiré vraiment des gens de ton entourage, de ta famille, ou tu as créé des personnages? C'est-à-dire que quand tu parles de ton père, de ta mère, de ton grand-père, ils sont vraiment comme ça ou non, il n'existe pas. Non, mais... non, mais tu me poses des questions, mais regarde, je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Est-ce que tu as grossi le trait? Non, pour mon père, j'ai pas grossi le trait. Pour ma mère, j'ai pas grossi le trait. Vraiment, je ne veux pas caricaturer mes parents. En faire, tu sais, faire façon Michel Leb. Mais doudon, mais tu vois. Non, je vais vraiment vers ce que je connais. Donc non, j'essaie pas de grossir le trait. Après, il y a des personnages que j'invente. Par exemple, dans le spectacle, il y a un entraîneur de foot rebeu. Ouais, bon, bien sûr. Sauf tu vois, sauf ambiguïté. C'est pas demain qu'on verra à la tête de l'équipe de France de football un épicier. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai inventé. La parfumeuse, il y a une parfumeuse dans mon spectacle. Pas mal aussi. Ça part d'une personne que j'ai rencontrée déjà dans ma vie. Le personnage ça m'a tapé dans la tête et j'ai dit il faut que je le garde, ça, je peux m'en servir. Donc c'est comme ça que je m'inspire des personnages, c'est ce que je rencontre et après voilà, tu laisses ton imagination aussi faire son travail. Et tes parents, quel regard ils portent sur ta carrière aujourd'hui? Bah, aujourd'hui ça va, ils sont contents, ils sont fiers de ce que j'ai pu faire. Au départ, c'est vrai que c'était compliqué avec mon père. Il était un peu sceptique, tu disais dans le film. Ouais, il était très sceptique, mon papa. Ouais. Mais en fait, il était très sceptique, pas. Pardon, il était sceptique pas par rapport au fait que voilà, c'est un métier de merde, etc. et tout. C'est vraiment, c'est quelqu'un de très, comment dirais-je, de très. Je perds mes mots. Quoi, terre à terre, pragmatique? Exactement, excuse-nous, pardon. Pragmatique. T'excuses. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un de très pragmatique, de très droit, quelqu'un de très conventionnel. Il n'aime pas voilà, la fumisterie. Ça, c'était son mot favori. Ça, c'est la fumisterie. Hein, c'est la fumisterie. Hein,
tes histoires là, de comédie. Hein, tu m'arrêtes ça, Ahmed. Tu vois, ça c'est mon papa. Et donc quand il a vu que ça marchait pour moi, qu'il a vu que j'avais de bonnes notes sur France 2, qu'il a vu que j'avais fait un premier spectacle, que ça marchait, les gens se sont dit, ok, ok, papa, il a dit, bon, peut-être que je vais faire confiance à mon fils, tu vois. Donc voilà, et puis ma mère, elle m'a toujours soutenu. Ma mère, c'est simple, elle m'a dit, Ahmed, bon, écoute-moi, tu as ton bac, après tu fais ce que tu veux, d'accord? Hein, mon fils, tu as ton bac, après tu fais ce que tu veux. C'est moi, je vais parler avec ton papa. D'accord. Donc elle m'a parlé comme ça d'une voix très douce et elle m'a convaincu. Et je le dis aujourd'hui, le bac, je l'ai eu principalement parce que j'avais envie de faire ce que je voulais plus tard. Ouais. Et tu arrives à vivre de ta passion aujourd'hui? Aujourd'hui, ouais. Franchement, grâce à Dieu, ça va. Grâce à Dieu, j'arrive à en vivre. Ouais. Et tu payes plus de loyer à ton daron ou... Pardon? Tu continues? Ah, tu rigoles ou quoi, Coco? 50%. Non, on a une relation beaucoup plus lisse maintenant, c'est beaucoup plus cool. Ta distance. Mais ouais, non, j'ai la chance de pouvoir vivre de ce métier et de pouvoir aussi aider comme je le peux mes parents. Tu vois, je leur ai pas acheté une maison encore, tu vois, mais je peux, tu vois, je peux faire des petites choses avec ce que je gagne, ouais, c'est cool. D'accord. Et dans ton spectacle, tu parles du racisme aussi? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as personnellement vécu? Le fait d'en rire, est-ce que c'est aussi pour le dénoncer? Alors, moi je l'ai vécu, mais pas de manière, par exemple, comme on a pu le vivre à l'époque des Black Panthers, tout ça, tu sais, où c'était très ancré, ouais, très très dur à Paris, où c'était vraiment bagarre sur bagarre, où il y avait des clans, vraiment, ils étaient, tu vois, c'était vraiment très puissant. Moi, je l'ai vécu de manière beaucoup plus sournoise et beaucoup plus cachée. Et parfois même beaucoup plus drôle. Tu vois, je me rappelle d'une anecdote aussi que je raconte souvent en interview. Une des premières fois où je suis arrivé à Paris, c'était à la République d'ailleurs, je vais pour retirer de l'argent et donc devant moi il y a une personne âgée, tu vois, donc une soixantaine d'années, bien portante, tout ça, et donc elle retire de l'argent. Et elle, en sortant son portefeuille, elle fait tomber un papier par terre. Je ramasse le papier, je dis excusez-moi madame, elle me dit, elle se retourne, elle fait non. J'ai dit, mais non, madame, ne crie pas comme ça. On va croire que je veux te faire des choses. Tu vois? Donc, tu vois, ça part de clichés, ça part de choses un peu. C'est des amalgames qui sont faits aujourd'hui, mais je ne l'ai pas vécu de manière très frontale comme ça. Ouais, non, franchement, j'ai une vie cool. Par un père qui veut le meilleur pour son fils, on en a tous. Sauf, effectivement, si jamais ton père, il préfère se miauler. Il tire un travers les vaches. Bon, pas me faire chier avec tes conneries d'avoir ton bac, etc. Et tout. Moi, le bac, je l'ai pas. À part si ton père, il te parle comme ça, chaque père a envie du meilleur pour ses enfants. Donc maintenant, il y a un mec un petit peu de quartier. Bon. Il se dit, frère, pas me casser les couilles, frère. Fais ton spectacle, je suis là pour gaulerie, viens pas. Donc, moi, je parle des téléphones et il est comme ça avec son téléphone. Il est en train de textoter. Je lui dis Coco. Dans ma tête, je lui dis Coco, tu vas me le donner sur le téléphone. Donc j'arrive vers lui, je fais excusez-moi, donc je suis en femme. Je suis avec une perruque. Donc tu vois, le mec il se dit je suis un peu plus fort. Donc j'arrive et tout, je lui dis s'il vous plaît, donnez-moi votre téléphone. Il me regarde juste, il me fait vas-y. Je fais écoute mon Coco, tu me fais pas peur. Mon pire souvenir de scène, franchement, c'est cette année avec ce qui s'est passé là en novembre, là, avec les attentats. J'étais sur scène et à la fin du spectacle, donc moi j'ai un côté où tu vois, je suis très content, j'ai fait mon spectacle, je suis comme un ouf et tout. Et ça, c'est arrivé, bam, tu vois, ça te ramène à la réalité, mais en 25 secondes, quoi.